Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardons. On a encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc avant d'introduire le nouveau sujet, je tiens juste à remercier encore une fois l'ensemble des abonnés, les anciens abonnés pour leur fidélité et les nouveaux, je leur souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Donc ensuite, chers abonnés, le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, il s'agit en fait de la deuxième vidéo de la série Les pathologies mères. Donc je rappelle aux nouveaux abonnés qu'il y a eu une première vidéo de cette série appelée Les pathologies mères du système digestif, c'est-à-dire les infections mères d'un système digestif. Et l'objectif de cette vidéo-là, c'est de passer au système respiratoire. Donc on va voir quelques pathologies mères du système respiratoire qui peut toucher les oiseaux en général. Donc juste avant de vous rappeler en fait le système respiratoire chez les oiseaux ainsi que son fonctionnement, j'ai besoin de vous parler des causes qui rendent les oiseaux malades au niveau de la respiration. Alors les causes, elles sont nombreuses. On ne va pas toutes les balayer. Par contre, on va surtout s'arrêter sur quelques causes type infection, d'autres qui sont des gènes mécaniques et d'autres qui sont des masses abdominales. Le reste, vous connaissez tous que l'hygiène qui fait partie en fait des causes environnement peut rendre les oiseaux malades. La carence en vitamine A, donc je m'adresse aux éleveurs du récessif blanc, le canari récessif blanc. On sait très bien que lui, il fabrique pas sa vitamine A, il faudra lui apporter la vitamine A tout le long de l'année. Il y a aussi des causes qui sont type allergiques, et oui, les oiseaux comme les humains peuvent développer en fait des allergies à certains aliments ou certaines substances. Donc mes amis, sans refaire le cours d'anatomie qu'on a déjà fait sur cette chaîne-là pour décrire le système respiratoire et expliquer son fonctionnement, je vais juste le rappeler en quelques lignes. Donc le système respiratoire chez l'oiseau commence par le bec ou le sinus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la trachée. La trachée, c'est l'œsophage pour la digestion. Donc rappelez-vous que dans l'ancienne vidéo, on avait parlé de l'œsophage avant d'arriver au jabot. Là, on va parler de la trachée avant d'arriver au sac aérien. Donc l'œsophage et la trachée, ce sont deux tunnels qui sont dans le cou, l'un pour la digestion et l'autre pour la respiration. Donc on va bien distinguer ça. Donc ensuite, après la trachée, il y a les sacs antérieurs, il y a le poumon. Donc le poumon, c'est le petit organe que vous voyez en bleu foncé en plein milieu. Et tout ce qui est blanc, ce sont des sacs aériens qui se répartissent au niveau du sinus, au niveau du cou et au niveau de l'abdomen. Et ça va nous intéresser dans cette vidéo. Donc du coup, j'entends déjà des questions de certains abonnés, pourquoi les sacs aériens et c'est quoi leur utilité? Donc juste pour le rappeler, on a déjà vu ça dans les détails dans une vidéo spécifique qu'on avait appelée la ventilation, la respiration chez les oiseaux. En fait, le poumon des oiseaux ne se déforme pas, c'est pas comme l'humain. L'humain, quand le poumon aspire et respire, il fait rentrer d'air et il recrache l'air. Les oiseaux, leur poumon, c'est du dur. Ils sont faits en dur en fait, ils ne sont pas déformables. C'est-à-dire pour aspirer l'air à l'intérieur des poumons ou pour les recracher, il faut en fait des éléments moteurs. Et les éléments moteurs, ce sont les sacs aériens qui sont au niveau de l'abdomen. Donc les sacs postérieurs qui vont aspirer de l'air et les sacs antérieurs qui vont faire recracher l'air à l'extérieur des poumons. Donc ensuite, on va commencer par la première pathologie qui est l'ornithose ou la psittacose. Donc elle va s'attaquer directement au poumon. Donc c'est le cercle bleu que vous voyez. C'est une espèce de bactérie qu'on appelle le chlamydien qui va aller s'installer directement dans les poumons et elle va infecter les poumons. Donc du coup, le poumon sera chargé de matière, il sera chargé de pus, ça va empêcher l'oiseau à respirer. Donc à savoir que l'homme, quand il a les sinus ou les voies respiratoires qui sont chargées, il suffit de se moucher pour faire dégager les voies respiratoires. L'oiseau, malheureusement, il ne sait pas faire ça. L'oiseau n'a pas les moyens de se moucher, donc du coup, il peut des fois mourir étouffé avec tout ce qui bouche les voies respiratoires et les sinus. Donc cette maladie, pourquoi j'ai dit qu'elle est la plus dangereuse? Parce que tout simplement, elle peut passer de l'homme vers l'oiseau ou de l'oiseau vers l'homme. Donc c'est bien une bactérie et c'est un type d'infection pulmonaire, c'est-à-dire elle s'attaque directement aux poumons.
Donc cette bactérie qui va causer une pneumonie chez l'oiseau concerné, en fait, elle va voyager. Donc dans un premier temps, elle va attaquer le poumon. Donc elle se déplace dans l'air. Quand l'oiseau respire l'air infecté, elle va se retrouver dans ses poumons et à travers ses poumons, elle va passer directement vers le foie. Pourquoi? En fait, parce qu'elle va attaquer les parois des poumons. Une fois qu'elle a attaqué les parois des poumons, elle va rentrer dans le sang et elle va se déplacer dans le sang jusqu'au foie et à partir du foie, elle va voyager vers les intestins via la bile ou ce que sécrète en fait le foie et la vésicule biliaire et c'est ainsi que dans les laboratoires en fait pour diagnostiquer le chlamydia ou cette bactérie là, ils vont la diagnostiquer directement par microscope sur les fientes. Donc juste je vous explique en fait le lien entre la bactérie chlamydia qui se trouve en fait dans les fientes de l'oiseau et la pathologie qui est au niveau du poumon. Ensuite, le traitement, comme il s'agit d'une bactérie chlamydia, en fait, le traitement contre une bactérie, vous commencez à avoir le réflexe. Donc, quand on parle d'une bactérie, c'est un antibiotique, il faut un antibiotique. Et l'antibiotique qui est connu aujourd'hui, c'est Solidox, 50%. Il existe aussi à 15%, mais je ne sais pas si c'était pour les lapins, les rongeurs, et on peut aussi l'administrer pour les oiseaux. En tout cas, le Solidox 50%, il est bien prévu pour les perroquets. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pour les perroquets et je sais qu'on utilise aussi pour les pigeons. On peut aussi utiliser un autre produit connu, il s'agit en fait du Tylane, mais moi je le réserve pour d'autres pathologies qui sont beaucoup moins graves que l'ornithose et je vais vous expliquer ça dans les pathologies suivantes. Donc ensuite, la maladie suivante, il s'agit en fait de la mycoplasmose. La mycoplasmose qu'on a dû voir rapidement dans la vidéo de la trichomonose. Donc il s'agit en fait d'une bactérie aussi, comme l'ornithose. Elle a des points communs avec l'ornithose, c'est qu'elle passe aussi par l'éleveur. Elle peut passer de l'homme vers l'oiseau et de l'oiseau vers l'homme. Par contre, elle a un mode de transmission complètement inversé par rapport à l'ornithose. C'est pour ça que je vous ai expliqué en fait comment les bactéries chlamydia, elles peuvent passer des poumons vers les fientes, donc des poumons du système respiratoire vers le système digestif. En fait, la mycoplasmose, elle fonctionne à l'inverse. Ça veut dire qu'elle va passer du système digestif au système respiratoire. Ça veut dire que elle va rentrer dans le corps de l'oiseau atteint via la nourriture ou via les fientes, donc via la trachée, et une fois digérée, elle va attaquer les parois du système digestif pour voyager à travers le sang et se retrouver en fait dans le système respiratoire. Donc cette bactérie n'a pas d'endroit précis dans le corps de l'oiseau. En fait, elle traîne tout le long du système digestif, tout le long du système respiratoire, et des fois même elle attaque en fait le système reproducteur chez les oiseaux, que ce soit femelle ou mâle, et ainsi quand elle touche en fait le système reproducteur des oiseaux, elle passe aussi à travers les générations suivantes. Ça veut dire quand il y a une fécondité entre le couple, il faut être certain que cette bactérie s'est transmise en fait dans le germe qui va devenir des jeunes et les jeunes ils seront porteurs de cette bactérie, ainsi de suite. Donc concernant le diagnostic de cette bactérie, c'est idem que chlamydia, elle se voit sous microscope sur les fientes directement. La particularité de cette bactérie, c'est qu'elle n'a pas en fait d'enveloppe, elle n'a pas de paroi, donc on sait la détecter facilement sur le microscope. Mais par contre, c'est ce qui rend le système immunitaire du corps ou les défenses du corps, c'est ce qui les rend incapables en fait de se défendre contre cette bactérie parce qu'elle n'a pas de capteur. Comme elle n'a pas d'enveloppe extérieure, elle n'a pas de capteur et les anticorps et les antigènes ont du mal en fait à la courser ou la retrouver. Donc c'est pour ça il faut acidifier le milieu, donc il faut acidifier l'alimentation des oiseaux atteints de cette bactérie. Et en plus, il faut utiliser un taux plus ou moins de Tylane. Donc moi, je n'utilise pas le Tylane pur parce que c'est trop puissant par rapport à la nature de la bactérie. Par contre, il faut utiliser des éléments, des antibiotiques qui ont des spectres un peu plus ciblés, du type d'oxycyline ou d'oxytie. Donc ensuite, la pathologie ou la maladie suivante, en fait, il s'agit de la trichomonose ou la trichomonase. Donc on a déjà fait une vidéo complète sur cette pathologie. Donc il s'agit en fait d'un parasite. Donc c'est pas une infection pulmonaire. Au début, elle va commencer par une infection au niveau des sinus, au niveau du bec, de la trachée. Et si on la soigne pas, elle va aller jusqu'au poumon. Donc au début, c'est pas une infection pulmonaire, mais ça peut se traduire par une pneumonie si jamais on la soigne pas dans les temps.
Donc le diagnostic de cette pathologie, en fait, il y en a deux. Il y a soit l'expérience, en fait, avec l'expérience, on sait reconnaître en fait des petits points blancs ou jaunes qui sont au niveau de la gorge. Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir le bec aux oiseaux et les regarder avec une lumière ou avec la lumière du jour, voir s'ils ont des petits points qu'on appelle les muguets sur la langue, sur la gorge, sur le bec, des fois aussi autour des yeux. Donc ça c'est la particularité de la trichomona, le parasite qu'on appelle la trichomona. Des fois aussi les oiseaux ils ont tendance à sentir mauvais au niveau du bec, au niveau des sinus et au niveau des yeux. Donc vers la tête il y a une mauvaise odeur, une très mauvaise odeur. Et donc le deuxième diagnostic qui pour moi le plus sûr est d'aller voir un vétérinaire. Il va procéder au frottis. Ça veut dire il va prendre un coton-tige qui va venir gratter à l'intérieur de la muqueuse de la trachée ou la gorge de l'oiseau pour prélever quelques cellules dans le parasite et il va l'envoyer au laboratoire. Sous microscope, on sait très bien identifier en fait le parasite qu'on appelle le trichomona. Donc moi-même, j'avais aidé un ami il y a 3 ans à le détecter dans son élevage et donc du coup, il a une forme un peu particulière sous forme en fait d'un triangle ou d'un carré, mais il a des filaments qu'on reconnaît très bien sous microscope. Les filaments ils sont noirs, peu importe la coloration et l'eau distillée qu'on utilise en fait sur le verre, les filaments ils seront toujours noirs. Donc comme traitement à cette pathologie, je vous ai déjà donné dans la vidéo le Tricho Plus, qui est normalement n'est plus disponible en Europe centrale. Par contre, moi je le fais venir d'Espagne. Il y a le Tricholyse, il y a le Trichorex et il y a le Soluzol que je connais pas, mais apparemment des gens l'ont déjà testé. C'est un nouveau produit, l'ont déjà testé et il a fait ses preuves aussi récemment. Donc ensuite, la maladie suivante, c'est une maladie qu'on a déjà vue dans la première vidéo des systèmes digestifs. Il s'agit tout simplement en fait du foie quand il tombe malade et précisément le foie gras. Le foie quand il devient gras, son volume double voire triple et il vient écraser en fait les sacs aériens qu'on vient de voir, surtout les postérieurs. Et donc le rôle des sacs aériens postérieurs, c'est de ramener l'air vers le poumon parce que le poumon ne bouge pas. Et donc du coup, quand c'est ça qui sont écrasés par le foie, tout simplement, il ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'air qui arrive ou l'air arrive partiellement au poumon au lieu qu'elle arrive en grande quantité ou normalement. Et donc du coup, l'oiseau, il va doubler sa respiration pour aller chercher le taux d'oxygène qu'il lui faut. Ensuite, pour le diagnostic du foie gras, on l'a déjà vu aussi. En fait, il se traduit par une petite tache noire ou bleue ou des fois rouge au niveau de l'abdomen sur la partie supérieure. Limite le bréchet, c'est surtout au-dessus de l'abdomen. Ça peut être une tache ponctuelle comme ça peut être des fois une barre qui traverse toute la largeur de l'abdomen comme on voit dans les photos suivantes. Donc ensuite, concernant les compléments alimentaires pour le foie gras, donc je vous ai déjà donné plusieurs marques. Là, je vais citer juste l'océcoline qui est très très efficace pour le curatif. Il y a aussi la Vicol et en général, c'est tous les compléments qui contiennent un taux très élevé de choline. Donc ensuite, on arrive à la dernière pathologie mère. Il s'agit donc de l'acariose respiratoire. Beaucoup d'éleveurs débutants amateurs, ils ont déjà entendu de ça. En fait, il s'agit d'un acarien qui va s'installer au niveau des narines, au niveau des sinus, du bec, qui va se reproduire petit à petit. Et si on ne la soigne pas dans les temps, ça risque de descendre tout le long de la trachée et attaquer les poumons plus tard. Donc en termes de diagnostic, il y a encore une fois 2 méthodes différentes. La première, elle dépend de l'expérience. Donc il suffit de faire un mirage de la trachée. Donc vous rentrez dans une salle noire, vous prenez votre mire-œuf et vous allez mirer la trachée de l'oiseau. Vous allez voir en fait des petits points noirs. Donc ici dans la photo, c'est une dissection. Donc on a disséqué le système respiratoire. Donc le gros organe rouge que vous voyez, c'est le poumon. Donc juste avant le poumon, on voit que les acariens qui n'ont pas été soignés ont descendu tout le long de la trachée et ils risquent en fait d'aller au poumon pour l'abîmer. Donc les acariens, à travers la lumière, en fait, ils se présentent sous forme de points noirs qui sont tout le long de la trachée. Et si vous voyez pas de points noirs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acariose respiratoire, ça veut seulement dire que les acariens ne sont pas encore descendus au niveau de la trachée.
Donc, concernant le traitement de cette pathologie, on a plusieurs produits disponibles en libre service sur Internet ou sinon chez le vétérinaire. Donc, le premier traitement, c'est un produit aérosol de chez Francodex. Donc, ce sont des séances d'aérosol à refaire toutes les 2 semaines pendant 3 fois. Pourquoi toutes les 2 semaines? Parce que ça représente le temps d'incubation des œufs ou des larves de ces acariens. Deuxième produit, c'est le Pyrévol qui contient un taux très élevé de pyrétine naturelle du Kenya, à mélanger avec les graines. C'est pareil, c'est un traitement de 1 semaine à renouveler toutes les 2 semaines pendant 3 fois. Sinon, les oiseaux qui sont déjà traités 2 fois par an avec des produits type Ivomec, Ivermectine, en fait, le traitement anti-poux, anti-parasite est déjà incorporé en fait dans leur corps via la voie cutanée du produit. Donc ensuite, on va, comme la dernière fois, la dernière vidéo, on va corriger quelques bits et quelques réflexions automatiques ou systématiques de certains éleveurs. En fait, les infections respiratoires, il faut absolument un diagnostic via microscope, que ce soit des selles ou que ce soit des frottis, pour être sûr qu'il s'agit de telle ou de telle pathologie. Donc il faut qu'on arrête de regarder les phénomènes qui se passent autour du bec, des yeux des oiseaux pour inventer en fait les diagnostics qui sont incertains. Donc commençons par l'aspect de l'œil. Donc quand on a un oiseau qui a l'œil qui est gonflé, ça veut tout simplement dire donc le sac aérien qui est au niveau des sinus et sous les yeux est infecté. Donc c'est une infection respiratoire. Ça veut juste dire cela. Ça veut pas dire que c'est la trichomonose, la mycoplasmose ou quoi que ce soit. Il faut des diagnostics via microscope pour confirmer la pathologie exactement. Donc un œil gonflé, c'est une infection respiratoire. Je sais qu'il n'y a rien à voir avec l'œil et le système respiratoire, mais comme je vous ai expliqué, le corps de l'oiseau, il est rempli de sacs aériens, dont certains qui sont entre les sinus et les yeux. Et quand il gonfle, ça veut dire qu'il y a une infection dans le système respiratoire. Donc ensuite, quand les yeux des oiseaux commencent à être un peu humides, ça veut pas dire que ce sont des larmes, ça veut juste dire on confirme une infection respiratoire. Il y a de la salive qui sort du bec, mais comme l'oiseau il se gratte l'œil parce que il y a une inflammation au niveau du sac, du kyste aérien, ça le gratte, il se gratte l'œil avec le perchoir. Donc la salive qui est au niveau de son bec, elle passe sur le perchoir et après elle se retrouve au niveau des yeux. Ça veut juste dire ça. Ensuite, quand on a un effet de déplumage autour des yeux, cela ne veut pas dire une pathologie précise. Ça veut juste dire ou reconfirmer qu'il y a une infection respiratoire. Il y a une inflammation au niveau du kyste aérien. Ça gratte l'oiseau. Il va se gratter l'œil et le bec avec le perchoir. Et s'il y a des impuretés sur le perchoir, ça va faire arracher les plumes autour de l'œil. Donc ce ne sont pas les maladies qui font tomber les plumes autour des yeux, c'est le fait que ça gratte l'oiseau et il se gratte les yeux avec les perchoirs qui sont rugueux ou qui sont sales plusieurs fois dans la journée, ce qui fait ça finit par faire retomber les plumes autour du bec et autour des yeux. Ensuite, si aucun traitement n'est présenté à l'oiseau, aucun diagnostic, en fait, ça va gratter l'oiseau de plus en plus, les sacs aériens au niveau des yeux, et il va en permanence se gratter, Plus il se gratte et plus ça l'enflamme, et plus ça s'est enflammé, et plus ça va gonfler. Et à un moment donné, ça va tellement gonfler que les yeux sont fermés. Et quand les yeux d'un oiseau sont fermés, il ne sait ni se déplacer, ni voir les graines, ni voir l'eau, ni voir ce qu'on lui donne à manger comme alimentation. Et donc du coup, la plupart des oiseaux qui ne sont pas traités dans les temps, ils finissent par mourir de faim. Donc, juste je précise pour les jeunes éleveurs ou éleveuses, en fait, ayez confiance en la science, en votre vétérinaire. Des fois, n'essayez pas de diagnostiquer vos oiseaux vous-même si vous n'avez pas assez d'expérience, au risque de les perdre, au risque de leur administrer en fait des traitements inadéquats. Donc, j'aimerais revenir sur cette photo-là. On voit un canari l'hippochrome jaune.
en fait avec une espèce de mayonnaise dans le bec, à l'intérieur du bec. Ça peut ressembler à des muguets, donc ce qu'on a vu dans la trichomonose, mais ici dans la photo, il s'agit simplement de la gale du bec qu'on va voir dans le dernier chapitre, le 3e chapitre. Donc ça peut prêter confusion entre les muguets qu'on a vu dans la trichomonose et la gale du bec. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que sur les premières expériences, vos premiers diagnostics, n'hésitez pas d'aller reconfirmer ça auprès d'un professionnel, un vétérinaire. Donc ensuite, la photo suivante montre un calopsite avec un œil très enflé, avec les deux yeux très enflés, mais la particularité en fait de cette photo, c'est que ce ne sont pas les sacs aériens qui sont enflés, c'est pas que la partie inférieure, c'est tout le tour de l'œil. Ça veut pas dire, donc cela c'est une preuve comme quoi c'est pas un kyste aérien qui est enflé, mais c'est l'orbite qui sort de sa place, et ça vient souvent d'une température très élevée dans la salle d'élevage, et c'est souvent les oiseaux qui se trouvent en fait dans les cages les plus en haut en fait de la batterie. Pourquoi? Parce que la chaleur elle remonte vers le haut, et donc du coup eux ils subissent toujours une température supérieure de 2 à 3 degrés par rapport à ceux qui se trouvent en fait dans la partie inférieure de la batterie. Donc faites attention, ceux qui ont des batteries superposées, prenez en compte dans votre élevage que les cages d'au-dessus ils ont toujours des températures supérieures aux cages d'en dessous. Donc quand vous installez vos sondes, essayez de mettre 3 sondes dans 3 endroits différents de votre salle d'élevage, une en haut, une au niveau intermédiaire et une vers le sol. Donc dans cette photo, en fait, on voit qu'il ne s'agit pas d'un kyste aérien qui est gonflé, donc c'est pas une infection respiratoire, mais il s'agit d'un simple kyste qui est dû en fait à une plume qui n'a pas pu sortir correctement. Donc elle va rester sous la peau et elle va générer un kyste qui va se remplir de pus. Donc on voit très bien la différence avec les autres photos qu'on avait vues. Donc ici, il ne s'agit pas en fait d'une infection respiratoire, mais il s'agit juste d'une malformation d'une plume au niveau de la première peau. Donc il ne faut pas hésiter à vous rendre chez votre vétérinaire pour libérer en fait ce passage de plume, ou bien vous-même pour ceux qui ont de l'expérience. On sait très bien, et je pense que ça va mériter une vidéo prochainement. Donc je vais voir en fonction de la mue. Moi tous les ans j'en ai un ou deux avec ce genre de kyste qui peut être un peu partout sur le corps, sur les ailes, sur la tête, etc. Et donc du coup je vais voir si j'ai un des cas cette saison, peut-être en août ou en septembre, je réserverai une vidéo spéciale pour vous montrer comment enlever ce kyste là et libérer la plume, et continuer en fait la surveillance et de soigner en fait la plaie. Donc pour finir, un dernier exemple sur la photo, on voit un oiseau en fait avec l'œil qui est gonflé, mais la particularité de cette photo, c'est que l'œil en fait c'est pas l'œil qui est gonflé, ce ne sont pas les kystes, mais c'est uniquement les paupières qui sont recouvertes de petits boutons. Des fois aussi ça arrive autour du bec. Donc ici il s'agit en fait d'un virus qu'on appelle la variole aviaire, qui peut toucher en fait toutes les espèces aviaires, oiseaux domestiques, oiseaux de la nature, etc. Et donc du coup, contre ce virus-là, il ne peut exister qu'un vaccin. Et ici, en France, je pense que, et en Belgique aussi, je pense qu'en Belgique aussi, le vaccin est interdit contre la variole pour les petites espèces. Par contre, quand on souhaite faire des importations entre professionnels, il me semble que les oiseaux sont importés. Par exemple, pour faire envoyer en fait des oiseaux d'Europe vers le Canada, je pense que le Canada exige en fait un vaccin de ces oiseaux-là. Et parmi les vaccins qui seront injectés aux oiseaux, il y a aussi le vaccin de la variole, contre la variole. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo qui était le deuxième volet des pathologies mères. Donc je rappelle qu'il y a eu une première vidéo où je vous demande d'aller la voir, et on avait parlé du système digestif et ses quelques pathologies mères. La prochaine vidéo sera consacrée aux parasites qui vivent sous la peau des oiseaux, sous les plumes et sous les parties cornées, dans les ongles et le bec. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis un bon